Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quand j'ai eu Elsa et Noélie au téléphone pour préparer ça, elles m'ont envoyé le pré-programme et elles avaient marqué conférence interactive. Je me suis dit, c'est quoi une conférence interactive? Alors comme ici, je viens faire des fois régulièrement des conférences, je me suis dit, elles ne sont pas interactives. J'arrivais avec des PowerPoint, vous voyez, puis après les gens posent des questions. Donc du coup, je me suis dit peut-être qu'on va faire les choses à l'envers. On va voir, on va tester un truc. Je vais essayer de ne pas faire de PowerPoint. J'en ai plein et puis peu importe. Après, je peux les laisser, les recomposer, puis vous les envoyer. C'est pas très grave. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on parte de vos questions. Je fais l'hypothèse que si vous venez là, c'est pas en touriste, et que vous venez avec des questions agitées, soit par des questions d'étudiants qui découvrent un certain nombre de choses, qui expérimentent, qui ont des idées, puis qui se cognent à des réalités dans les terrains de stage. Et puis quand on est professionnel, c'est aussi la même chose. On entend souvent des professionnels du secteur social dire « Bah merde alors, c'est pas pour ça que j'ai fait des études, quoi. » C'est-à-dire que mon métier, là, tel que je l'avais imaginé, rêvé, pensé, pouf, tomber dans la réalité d'un CCAS, d'un conseil départemental, ou du pas de moyens qu'on a, etc., ça devient... oui, je vais dire... Elle m'a déjà envoyé un carton rose. Vous voyez un peu comment c'est dur ici? Je viens d'Angers et voilà. Oui, je vais dire qui je suis. Mais c'est ça les conférences interactives. Et donc, voilà, du coup, que vous puissiez vous dire... Voilà, sur le titre qu'ont proposé les deux collègues, comment ça vous mobilise? Collectif de personnes concernées, voilà. Et comment on fait pour bosser avec eux, avec l'idée à la fois de retraverser des choses que l'éducation populaire, que le travail social connaît depuis un siècle, et en même temps toujours être dans le renouvellement. Donc, on ne va pas faire un grand débat sur est-ce que c'est tout nouveau. L'innovation, c'est toujours repasser aussi sur les traces de prédécesseurs. C'est pour ça que j'ai mis toutes ces citations, voilà, là, ça remonte à Kierkegaard, Lévinas, Paulo Freire, il y a tout le XXe siècle, mais bien d'autres siècles là-dedans, il y a même Victor Hugo, donc on s'inspire toujours de nos prédécesseurs, évidemment. Donc on ne va pas faire ce débat-là. Mais voilà, que vous puissiez partir de vos questions, et aussi peut-être à partir de... C'est pour ça que j'ai invité certains d'entre vous, à des moments, à aller lire. Voilà, donc on va partir de ça. Quand on sera... Après je dis qui je suis, rassure-toi Elsa. Quand on sera parti de ça, c'est-à-dire que vous allez je vais noter des questions que vous me dites. Si vous n'avez pas envie de les dire, vous les écrivez sur un petit papier, vous me les donnez. Moi, je vais dans un petit coin pendant 10 minutes. Et là, je mets dans l'ordre un truc qui s'appellerait la conférence. À partir des questions, j'essaye de retrouver mes fils à moi, mais à partir de vos questions, si je peux. Voilà. Et de dire... on pourrait répondre à telle et telle question et d'avoir comme ça, donc j'ai plein de papers, je vais essayer de noter des mots-clés, et puis ça fera un espèce de fil narratif de ma conférence. Voilà. Et puis on gardera un temps de débat, et si à des moments vous voulez m'arrêter, vous m'arrêtez. Hein, d'accord, c'est pour ça que j'ai coupé Elsa en disant, tu veux dire quoi par épistémologique? Il faut aussi qu'on s'autorise à dire ça, parce que c'est important, hein, si on veut pouvoir se comprendre, de pouvoir s'arrêter à des moments. Voilà, en gros, le cadre, je vais très vite là, parce que du coup, il ne faut pas qu'on soit en retard. Parce que le théâtre, pour le coup, c'est très... il y a tout un temps qui n'est pas compressible pour les collègues qui ont préparé tout ça. Il faut respecter ça. Voilà. Donc, commencez à ginginter sur des questions. Et puis, vous me les poserez. Alors, qui je suis voilà, la source un petit peu qui fait que je suis peut-être un peu autorisé à cet endroit-là, ce matin, avec vous. Je suis psychosociologue. Je me considère comme un praticien-chercheur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de praticiens qui trouvent que je suis trop dans la recherche et plein de chercheurs qui trouvent que je suis trop dans la pratique. Mais moi, ce cul entre deux chaises me va très bien. Comme disait Paulo Freire, s'il n'y a que théorie, c'est blablabla. S'il n'y a que la pratique, c'est l'activisme. Donc l'idée de « moi, je ne pense pas parce que j'agis », d'accord, voilà, ça peut ne pas changer grand-chose. Hein, alors que penser quelque chose, il y a des fois des théories ou des choses. Quand Rimbaud dit « je est un autre », il n'agit pas, mais il ouvre un champ de réflexion qui fait que les choses ne sont plus tout à fait les mêmes. Donc, je n'oppose pas théorie et pratique, c'est deux registres différents qui s'articulent. Voilà, donc moi je suis praticien-chercheur, donc je ne suis pas chercheur estampillé à la fac et tout ça, mais ça ne m'empêche pas de chercher et de trouver à des moments. Je travaille essentiellement sur les pratiques de participation citoyenne, dans une pratique qui essaye de mêler
et ça je trouve ça intéressant, de mêler des pratiques de chercheurs, de citoyens, de consultants et de militants. Donc c'est une espèce de travail d'équilibriste assumé. Donc on pourra en parler, mais voilà. Mon hypothèse notamment, c'est que nos métiers, s'ils veulent s'en sortir dans le marasme dans lequel on est, s'ils ne retrouvent pas quelque chose de la militance, au sens pas de je vais agir qu'avec mes idées, parce qu'on peut tout à fait militer. Moi j'ai longtemps milité dans le service public, j'étais fonctionnaire. Je militais pour les valeurs du service public, pour la solidarité, je m'appuyais sur les cadres législatifs pour travailler. Donc en ça je pouvais être militant. Ça me permettait de m'opposer à des directions à certains moments en disant écoutez, c'est pas ma petite idée là de bosser comme ça. C'est la loi 2002. C'est la loi de lutte contre les exclusions de 98. C'est la loi 2502 sur les personnes handicapées. C'est la loi de 2007 de réforme de la protection de l'enfance. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est la nation qui me l'a demandé, chef. Comment on peut aussi voilà. Bon, voilà, j'ai fait ça un peu dans le service public à une époque. Aujourd'hui, je le fais dans une posture de consultant indépendant. Et du coup, j'accompagne des collectifs essentiellement dans le secteur social et médico-social, beaucoup sur la protection de l'enfance et la parentalité, et puis plus globalement sur l'action sociale. Par exemple, j'engage en ce moment des travaux dits de croisement des savoirs et des pratiques, on va en parler du croisement des savoirs et des pratiques, avec des UDAF. Comment des personnes sous tutelle, qui ont désappris à penser, qui ont fini par comprendre qu'elles n'avaient rien à dire, rien à penser et rien à gérer de leur propre vie, pourraient nous aider à transformer les services. Voilà. Et une UDAF me demande ça. Et ça s'agite en ce moment au réseau UNAF pour penser ça. UDAF, hein, Union départementale des associations familiales, notamment qui gère tous les services de tutelle, hein, très souvent, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Mais je fais ça aussi dans des assos de protection de l'enfance. Récemment, une grande association de protection de l'enfance à Nantes me dit il faut qu'on change nos façons de travailler parce que le département nous dit vous faites un très bon boulot d'intervention soutenue à domicile, votre référentiel est très bien, vous bossez très bien, mais du coup vous allez me prendre 12 familles par éducateur plutôt que 6, pour le même prix. Voilà. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais ça c'est partout. Voilà. Et donc ils viennent vers moi en disant est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Moi évidemment je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas éducateur. Voilà. Donc la seule hypothèse, je leur ai dit, c'est on va poser la question aux parents et aux enfants. Oui, on va partager la merde dans laquelle on est, on va la partager avec eux en disant « aidez-nous à mieux travailler ». C'est ça les hypothèses, voilà, on va un peu travailler là-dessus aujourd'hui. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit oh, c'est super insécurisant. Voilà. Donc toutes les pratiques de participation sont des pratiques finalement de l'incertitude. Si on n'accepte pas une dose d'incertitude, il faut retourner faire autre chose, mais il ne faut pas se lancer dans des bazars comme ça. Voilà, ça me paraît. On ne peut pas inventer un truc si on sait déjà la fin de l'histoire. Voilà le type d'action que je mène, et notamment, et je pense que je prendrai des exemples aujourd'hui là-dessus, avec une petite équipe de collègues engagés dans le croisement des savoirs et des pratiques aux côtés d'ATD Quart Monde, même si on n'est pas nous membres du réseau, on n'est pas membre d'ATD Quart Monde, mais membre d'un réseau qui travaille sur le croisement des savoirs et des pratiques. On a remporté des appels d'offres à Nantes avec la ville d'une part et avec une grosse asso d'autre part, pour rénover des établissements de l'urgence sociale. Donc on est en train de créer des collectifs de gens qui vivent à la rue, de migrants, de gens qui vivent sous les ponts, etc., et qui font le parcours de l'errance à Nantes, de la bagagerie au resto, il y a les restos, ah oui mais là toi t'es pas ressortissant du CCS, c'est à l'autre bout de la ville, enfin voilà, ce parcours de l'errance infernal que vivent les gens, la ville en a conscience, et du coup, il y a deux grands établissements qui vont s'ouvrir, concentrer un certain nombre de services, etc. Ça pose plein de questions. Et on a 2 ans pour faire le projet d'établissement avec les personnes concernées, avec les professionnels de terrain et avec les directions, en croisement des savoirs et des pratiques. Et c'est pas simple. Donc ça frite un peu. Là, on vient de se friter avec la direction, enfin avec un directeur. Je me demande si la question du genre n'est pas impliquée dans les rapports de pouvoir. Mais les casse-noisettes, c'est souvent les mecs quand même. Ouais, faut pas donner le pouvoir à des hommes à des moments. Enfin, voilà. Je suis très embêté de le dire parce que j'ai l'impression d'être un homme, mais avec mes 2 collègues femmes, on est souvent dans ces questionnements quand même. Bon. Mais ça fait partie peut-être de questions à amener. Voilà un peu. Est-ce que ça va sur qui je suis? Faut pas du tout. Et puis sinon, j'appartiens au réseau croisement des savoirs et des pratiques. Donc, j'ai développé avec ATD Quart Monde il y a 17 ans, j'ai fait partie de ce programme expérimental dans les années 2000-2002, et on a développé les co-formations.
Les co-formations qui sont une modalité de formation où on met des professionnels en face de personnes concernées, comme on dit, ou de personnes accueillies, de personnes accompagnées, ou de citoyens, et ils réfléchissent ensemble à égalité de parole. Ils n'ont pas une égalité de position, mais dans la formation, ils ont une égalité de position, une égalité de parole, une égalité d'intelligence, mais ça passe par des conditions. Voilà un petit peu les travaux que j'engage en ce moment. Voilà. Puis il y en a peut-être d'autres, ça me viendra au fil du temps. Voilà un petit peu. À vous, vous avez vu des trucs écrits, vous arrivez avec des questions, on se les note là assez rapidement. Et puis vous pouvez en écrire aussi. Voilà. À vous. Je vous écoute et je les note. Il faut que je prenne des stylos qui écrivent au tableau. De toute façon, j'ai des marqueurs. Mais ben merde, on pensait venir écouter un truc et maintenant il faut se mettre à réfléchir. Oui. J'en avais déjà noté une, donc ça serait comment concilier projet humble et concret de co-construction d'un côté et enjeux utopistes des politiques publiques qui donnent parfois injonction à la participation. Comment concilier projet humble et concret de co-construction avec des enjeux qui, moi, que je l'analyse comme utopistes, parfois, pas toujours, mais des politiques publiques qui donnent injonction à la participation. Ok. Dans le cadre du RSA, dans le cadre de plein de domaines. Eh oui. Ça va, Noélie? Ouais. On peut en noter une deuxième parce que j'ai une deuxième script. Alors, moi j'ai besoin de préciser d'où je pars pour expliquer ma question. Voilà. Moi je travaille comme psychologue principalement sur les missions aide sociale à l'enfance. Ouais. Et je voudrais savoir si de ma place à moi, je peux impulser un travail de co-construction par rapport... il y a des grandes questions aujourd'hui sur l'accueil et sur les procédures. Alors je mets ce mot-là, qui sont pensées pour les familles ou les enfants confiés. Et moi j'ai essayé de lancer des idées à l'intérieur. On me dit que je ne peux pas impulser ce type de travail-là en étant à l'aide sociale à l'enfance et qu'il faut faire appel à un service extérieur. Ah. Sauf que la motivation, c'est moi qui l'ai. On me dit. Mes collègues, la direction. Ouais. On avait utilisé il y a un nouveau schéma des solidarités de l'ESPANS et on voudrait remettre les personnes concernées au centre du dispositif et que toutes les démarches, les procédures, elles soient pensées, mais pas pour eux, avec eux. En fait, c'est ça. C'est comment impulser ça, que ça soit pensé, revisité avec eux. On ne peut pas penser pour eux. C'est ça. Voilà. Donc, okay. Et vous avez des petites idées? Oui, en tout cas, la motivation. Ouais. Et on me dit que je ne peux pas impulser ça parce que je suis dedans, parce que si je pose la question, les réponses seront biaisées. Mais en même temps, c'est bien parce que j'y suis que j'ai une certaine connaissance que ça m'amène à le penser. Ben oui. Voilà. Ben oui. Alors après, on verra. Oui. Comment créer quand même une indépendance et une autonomie des gens par rapport à vous, en effet, mais comment vous pouvez être porteuse de... Ouais, moi, je ça se travaille et les amener à eux à apporter des réponses. Ouais, d'accord. J'ai démarré une recherche-action pour un département sur... On a un an avec un groupe de parents et un groupe de parents d'enfants placés et de professionnels pour dire ce serait quoi le PPE dans ce département, co-construit par des travailleurs sociaux et des parents. On verra en juin ce que ça donne. Prochain, j'ai un an pour faire ça. Et je ne sais pas du tout comment on va faire, mais c'est ça que je trouve bien. Voilà. On va mettre les gens ensemble et on va essayer de dépatouiller ça. Ouais. Ok. Alors moi, d'un point de vue bien fort.
d'un point de vue pragmatique, avant de parler de co-construction, ce qui m'interroge, c'est la constitution du collectif de personnes concernées. Oui. Voilà. Comment faire sans que ce soit, voilà, guidé de manière un peu injonctive. En l'occurrence, moi c'est pareil, hein, je travaille dans la protection de l'enfance, donc on sait bien que pour ces familles-là, pour ces parents-là, c'est compliqué parce que c'est souvent sous contrainte. Hein. Ouais. Donc dès le départ, je me dis comment faire pour que ce collectif ne soit pas constitué sous injonction ou sous contrainte. Ouais. Il y a des, enfin je lance des trucs comme ça parce que peut-être que ça va me le rappeler si j'oublie. Mais il y a une université populaire de parents par exemple hein, en Savoie avec des parents d'enfants placés. On produit des choses, pensait des choses, écrit des choses sur la condition de parents d'enfants placés. Oui, j'avais vu d'autres mains, mais allez-y. Ouais. Alors moi je suis j'ai deux titres. Je suis à mi-temps référente famille sur un centre social qu'on appelle maintenant maison de quartier de Perpignan. Et assistante sociale sur un CCAS. Donc là, je parle plus de ma place de référente famille sur le collectif. En fait, c'est comment donner envie, ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit, comment donner envie aux habitants d'un quartier de se constituer en collectif et sans qu'il n'y ait que, faut pas qu'il y ait que l'aspect financier, parce qu'en fait, se créer en association ou en collectif donne accès à certains dispositifs financiers, donc il n'y ait pas que ça en jeu. Et ensuite, la mobilisation dans le temps, parce que je pense que c'est un sujet qui n'est pas évident. Comment donner envie à ces personnes qui sont un peu malheureusement que des femmes, parce qu'en fait, sur les quartiers, il y a une grande majorité de femmes qui prennent en main. Alors, en plus, quand on est sur l'entrée famille-enfance, moi, je suis vraiment sur le soutien à la fonction parentale. Donc, on a l'impression que les mamans qui s'occupent de ça. Pareil. Justement, ma question d'après, c'était la place des hommes. Sur ces questions-là, oui, bien sûr. Ça, c'est... C'est une des choses que Loïc Blondiot dit dans son bouquin, le nouvel âge d'or de la démocratie, petit, je ne sais plus quoi, traité sur la démocratie participative, qu'il a décrit en 2008, un petit bouquin rouge, là, dont il y a des citations là. Il dit que les questions de démocratie participative en France, une des façons qu'il a d'analyser le fait qu'effectivement ce n'est pas des lieux de pouvoir, c'est qu'il y a peu d'hommes. C'est qu'effectivement, c'est pas forcément des endroits où comme ça on va pouvoir briguer des espaces de pouvoir et de conquête, et qu'on est en fait pas dans une démocratie participative, on est dans les niveaux de la consultation, de je vous écoute, enfin voilà, hein, le côté cause toujours tu m'intéresses, je caricature un peu, mais voilà, on a un vrai déficit de ce côté-là. Hein. Donc la question du genre, là aussi, la prend sous cet angle. Il y avait d'autres mains là-bas tout à l'heure. Oui, allez-y. Bien fort. On revient un peu dans ce qui a déjà été dit. Et moi, je me posais la question de comment mobiliser des acteurs autour des mêmes besoins et des mêmes attentes qu'on aurait pu repérer. Sur le fait qu'ils ont chacun, ils sont atomisés, ils ont chacun des besoins, mais comment leur dire finalement, vous posez les uns les autres la même question. Voilà, faut faire. Enfin, je fais exprès hein, pour lancer, évidemment, c'est pas la réponse, puis la question est close. Ça me fait penser au community organizing, hein, mais qui est très peu développé en France. Mais le community organizing, tel que le pratique l'Alliance citoyenne à Grenoble, par exemple, c'est des pratiques où justement on va tisser des colères hein, dans un quartier, en allant rencontrer des gens qui, sur un sujet, s'indignent, et puis en faisant du porte-à-porte, on dit, mais vous savez que vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule, etc. Et on vous propose de vous rencontrer. Hein. Plutôt que d'éteindre les colères, qui est un peu l'idéal de la démocratie participative telle qu'elle est instituée, en disant, mais venez, on va en parler, ça pacifie, en fait, ça permet d'acheter de la paix sociale. Le community organizing, il dit, on va tisser les colères. Pas pour faire un vaste merdier, justement, mais en les tissant, on va produire. Parce que la colère nous met sur la piste d'une indignité, d'une injustice et de quelque chose à changer, quoi. S'il n'y a rien à changer, c'est pas la peine de se réunir, quoi. Oui. Hein, si on fait des conseils de quartier juste pour que la mairie explique qu'elle ne peut pas trop changer les choses et que c'est comme ça,
Après, on se demande pourquoi les gens ne reviennent pas. Parce qu'ils ont tout à fait compris. Mieux vous rester à regarder le match. En quoi la co-construction s'inscrit dans des tendances lourdes actuelles? En quoi la co-construction s'inscrit dans des tendances lourdes actuelles? Sur quelle Ça fait question de journaliste, ça. C'est bien. Journalistique. Non, mais... Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, qui peuvent parler à tout le monde. Oui. Des mots-clés sur lesquels on peut s'appuyer, ne serait-ce que pour définir ce concept. Ouais, d'accord. Ça répond aux journalistes. Mais non, mais je dis ça comme ça. En quoi la co-construction s'inscrit dans des tendances lourdes actuelles? Ouais, c'est ça. Ouais, on va donner une petite réponse. Je vais démarrer peut-être par là, parce que ça donnera un petit cadre un peu. Timéa. Alors, je ne sais pas du tout comment formuler ma question, c'est très pratique. En gros, ça tourne autour du fait que, en ce moment, il y a un certain nombre de lois sur certains publics spécifiques, notamment, qui invitent à de plus en plus de contrôles, de plus en plus de procédures, de plus en plus de contrôles, et je pense qu'il y a des lois qui mettent les travailleurs sociaux dans des postures qui ne sont pas les nôtres, en termes d'identité et en termes d'éthique peut-être aussi. Et enfin voilà, je pense notamment les réformes liées en ce moment aux demandeurs d'asile, aux mineurs isolés, puis il y a sans doute d'autres populations qui sont concernées mais que je connais un peu moins. C'est pour ça que j'essaye de rester un peu large quand même. Et du coup, quid de la question de la militance, etc. Et qu'est-ce qu'on fait quand on doit déclarer des situations maintenant à la police, etc. Enfin, quand on se retrouve pris comme ça dans un jeu qui n'est pas le nôtre, quoi. Ouais. Et donc, quid de la place et des travailleurs sociaux, et des associations, et des personnes directement concernées, face à des choses pour lesquelles on n'entend ni les uns, ni les autres, ni les troisièmes. D'accord. Apparemment, ça pourrait être un petit peu périphérique par rapport à la question posée dans la journée, mais il faudra qu'on voit pourquoi ça vient. Il y a peut-être des liens quand même, justement, autour de comment mobiliser les collectifs de personnes concernées pour co-construire. Ouais. Parce qu'on pourrait dire, mais finalement, ça c'est la question du travail social qui est pris avec des enjeux politiques, idéologiques, de contrôle social, mais si, il y a certainement des liens. Justement, comment les collectifs peuvent peut-être permettre de faire monter ce qu'on appelle en sociologie, publiciser des débats, les faire, justement, des choses qui étaient un peu atomisées, deviennent un débat, sont mis à l'agenda politique, les décideurs sont obligés de regarder ça, parce qu'il y a eu des collectifs qui se sont mobilisés pour les faire apparaître. Par exemple, le collectif Stop le contrôle aux faciès a fait un énorme travail pour faire arriver sur la place publique cette question-là. C'est des militants et pourtant, qui sont maintenant, partis sur cette question-là. c'est légalisé, c'est clairement inscrit dans la loi. Ben oui. Mais en même temps, il y a d'autres forces qui... Voilà, donc mais ça, c'est le jeu d'une société qui est tiraillée, effectivement, tiraillée dans un sens et dans l'autre. On voit bien, c'est des sacrés enjeux. Ouais. La question, Oui. pareil, je ne sais pas trop comment la formuler. Alors, on est en France, Ouais. et il y a énormément de gens qui sont mobilisés d'une manière ou d'une autre. Et ils sont bénévoles, ils participent à un mouvement social, et il y a les travailleurs sociaux, et on est mis à mal, beaucoup d'entre nous, à niveau de l'éthique, et par rapport à toutes les annonces économiques et toutes les injonctions économiques qui sont aujourd'hui primées. Or, Oui. pour moi, le problème n'est pas le manque d'argent, n'est pas le manque de temps, mais c'est le manque de direction qu'on a. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on est éparpillé, chacun a travaillé dans son petit bout de terrain, et qu'on n'arrive pas entre tous à trouver un sentier de lutte en commun. Alors la question est comment créer ce mouvement général entre tous les gens qui sont sur le terrain et qui s'impliquent au jour le jour à faire que la société soit un peu plus humaine. Ouais. C'est un problème majeur des politiques sociales, ça. En France, par exemple, je vais reprendre plus l'exemple de l'investissement sur l'enfance. Quand on met
le pourcentage qu'on compare le pourcentage que la France met de son PIB sur les questions d'enfance. Alors ça veut dire éducation nationale, protection de l'enfance, petite enfance, tout le bazar, tout ce qui permet de s'occuper des 0-18 ans. On est les 5e du monde. Hein, voilà, on met un gros pourcentage de notre PIB dans cette affaire-là. Donc on met de l'argent, il y en a, quoi. Oui. Quand on regarde après, alors ça, il faut aller regarder sur les rapports Innocenti, qui est le centre de recherche de l'UNICEF. Tout est sur Internet hein, aujourd'hui, donc je ne vous fais pas une biblio, vous allez chercher après, vous notez. Innocenti, c'est le centre de recherche de l'UNICEF. Il y a un rapport annuel, et il y en a un il y a quelques années qui montrait ça. Et Innocenti, ils ont des indicateurs de bien-être des enfants, autour de est-ce que les enfants ils ont un toit au-dessus de la tête, est-ce qu'ils vivent avec leurs 2 parents, est-ce qu'ils ont à manger, etc. Est-ce qu'ils sont scolarisés, est-ce qu'ils sont alphabétisés, voilà, quelles maladies ils ont. Il y a plein d'indicateurs, et sur tous ces indicateurs, la France dégringole à des endroits qu'on n'imagine pas, en voyant l'argent qui est mis. Voilà. Hein, par exemple, la mortalité infantile a régressé en France. Hein, on est moins bon en 2017 qu'on ne l'était en 1999. Hein, chiffre de la Cour des comptes, rapport de 2010, périnatalité, l'urgence d'une remobilisation. Entre 1999 et 2009, la mortalité infantile repart en France. C'est-à-dire que des choses qui avaient été des évidences du progrès ont fait baisser la mortalité infantile. Voilà. De même que la mortalité générale, dans certaines populations, elle se met à réaugmenter, hein, chez des ouvriers qui sont cassés par des pratiques de travail absolument ignobles, etc. Donc, voilà. Ça pose les questions de la coordination. C'est pour ça que toutes les lois, depuis 20 ans, elles nous incitent à la coordination sur les territoires. Mais c'est vachement compliqué avec le millefeuille administratif, etc. Donc, mais on est face à ça. C'est effectivement un enjeu considérable et de l'argent, il y en a. Alors, il y en a ailleurs aussi qui n'est pas mis sur nos métiers, ça c'est clair, et qui s'en va dans bien d'autres endroits que là où il devrait être. Mais en plus, sur nos métiers, il y en a. Sur nos métiers, il y en a. Et c'est la question. Donc, il faut qu'on regarde aussi ça en face, quoi. On ne pourra pas attendre qu'il y ait de plus en plus de moyens, ça c'est fini, quoi. Il faut qu'on retravaille différemment. Ouais. Ouais, une question, puis après on démarre. Ouais, d'accord. C'est vous qui là-dessus, sur le temps, vous me... Ouais. Après, les personnes peuvent te faire remonter ce qu'ils ont écrit. Oui, d'accord. Et puis après, je me mets dans un petit coin et je vous donne une consigne de travail. Pour pas que vous ennuyiez pendant 10 minutes. Moi, je me questionne avant d'arriver à faire le collectif, il va bien falloir qu'on puisse aborder les personnes le plus simplement possible. Enfin, on est quelques-uns à réfléchir sur la notion d'accueil, améliorer l'accueil sur notre maison sociale. Mais comment on peut faire pour dire le plus simplement possible aux personnes, on a besoin de vous pour améliorer le système et qu'on Exactement. faire quelque chose. Bon, bah ça, on va faire une partie sur comment mobiliser, quoi. Comment on crée des collectifs. J'en ai créé un dans le quartier où j'habite pour que des parents se mobilisent sur les questions de parentalité. Alors ça a été que des femmes. Mais au moins voilà. Comment on va vers les gens pour mobiliser effectivement. Il y a un petit pas de côté à faire par rapport à ce qu'on a appris dans le travail social, hein, ce qu'on nous a dit de ce à quoi on servait. Donc on va en parler. Ouais. Des parents et des adolescents aussi. Oui. Enfin, notamment dans la protection de l'enfance, comment on fait pour travailler la participation de ces jeunes-là justement. Ouais, ça je ne sais pas. Je vous le dis, je ne sais pas. Ça m'intéresse, je n'ai pas encore assez développé de... Voilà. Il y a des hypothèses, mais pas une des hypothèses qui me vient, ça pourrait être qu'ils ne parlent pas que d'eux. Les adolescents, ils ont ça de chiant, c'est qu'ils sont très idéalistes, mais du coup, c'est aussi leur grande positivité. Et du coup, les mettre au travail sur comment on peut changer le monde pour d'autres, c'est passionnant. Hein. Il y a Anne-Marie Martinez de l'association Jean Coxet, dans le 93 en Seine-Saint-Denis, elle a fait ça avec des enfants accueillis en placement familial, de travailler avec des ados qui sortaient de l'accueil familial. Je lui avais demandé pour une conférence qu'elle a fait pour moi il y a quelques années. Et du coup, tous ces jeunes-là se sont mobilisés parce qu'elle a dit « Je veux savoir comment vous avez vécu l'accueil familial chez nous ». Et ils ont trouvé ça génial parce qu'ils ont dit « Madame, c'est pour les plus petits qu'on parle. C'est pour les plus petits qu'on parle. » Et les ados, ils peuvent... voilà. Donc, donner le droit... On en parlait avec Jean-Marie Lemaire récemment, qui est un psychiatre qui a créé la clinique de concertation, qui est une forme de thérapie contextuelle. Et Jean-Marie disait, finalement, on a mis la Convention internationale des droits de l'enfant avec plein de droits qu'on donne aux enfants, mais en leur donnant des choses, alors que, lui, il dit, il y a un truc qu'on aurait dû inscrire, c'est le droit pour les enfants d'aider les autres. Parce que lui rencontre en thérapie plein de gamins qui n'ont qu'une envie d'aider les autres,
Et malheureusement, on a dévié ça aujourd'hui en parentification. Le gamin, il a 15 ans, il emmène son petit de 5 ans à l'école. Et alors? Et alors? C'est peut-être pas bien, mais c'est peut-être bien. Et voilà. Et comment lui, il dit que un gamin qui n'est jamais là pour ses rendez-vous, pour lui, le seul endroit où on le retrouve, c'est quand c'est à cause de sa petite sœur. Il est toujours là. Bon, et ben dans ces cas-là, il faut l'attraper par là. Et arrêter de dire qu'il parentifie et qu'il faut qu'il s'occupe de lui. Il s'occupe de lui en s'occupant de sa sœur. Voilà. Donc c'est ça qui... Voilà. C'est un petit peu comment on peut aussi arrêter de psychologiser tout à tort et à travers. Enfin voilà, je fais des associations comme ça, mais voilà. Excusez-moi, j'ai juste un petit problème avec la formulation de cette question, la dernière. Là, celle-ci? Oui, parce que quand je dis comment expliquer aux personnes qu'on a besoin d'eux, j'ai l'impression de sortir du pouvoir d'agir, du développement du pouvoir d'agir. J'ai la sensation en fait qu'on risque de glisser en partant avec la volonté de pouvoir expliquer aux personnes qu'on a besoin d'elles, que finalement on retombe dans le truc d'oublier qu'elles soient elles à l'origine en fait. Et je comprends que ça peut être plus compliqué que d'essayer de trouver la possibilité de leur donner la conscience et l'impulsion qu'ils peuvent s'exprimer. Mais là, j'ai l'impression qu'on commence déjà, je me trompe sans doute, hein, mais en tout cas, elle me chatouille. D'accord, moi elle me dérange pas trop, donc c'est bien, on va pouvoir en causer effectivement. Par contre, j'entends l'idée qu'il y a, c'est qu'on aurait la main nous d'abord. Même si on ne veut pas, même si les intentions sont bonnes, j'aurais peur qu'à un moment donné, les personnes, parce qu'à un moment donné, elles vont forcément prendre peur, dans le fonctionnement, ça peut arriver. Et là, avoir le réflexe de dire mais moi j'ai rien demandé au départ. Et alors je trouve que je me demande si on ne mange pas déjà une étape. D'accord. Mais en fait j'y connais rien. Hein, donc, Ok. On arrête là les questions parce qu'il faut... Hein, le temps nous est compté. Je vous demande quelques petites minutes. Je vais essayer de faire vite du coup pour essayer de dire dans quel sens on part et d'essayer de retomber sur mes pattes pour tresser un petit fil de ce que j'ai à vous dire en même temps en réponse à vos questions. L'invitation qu'on vous fait pendant ce temps-là, vous avez, en arrivant, on va vous distribuer la charte du croisement des savoirs et des pratiques. Aujourd'hui, sur ces questions-là de participation, Loïc Blondiot, là toujours dans le petit bouquin dont je parlais, Le nouvel esprit de la démocratie, il dit qu'on a un déficit majeur en France sur ces questions-là par rapport aux pays anglo-saxons. Ça, on verra aussi, j'en dirai un mot, des approches essentialistes françaises par rapport aux approches pragmatistes anglo-saxonnes. Moi, j'aime bien les anglo-saxons. Hein, ils se posent moins de questions que nous à des moments, mais ils savent poser des réponses. Je ne dis pas que c'est mieux ou quoi, mais bon, il y a des choses à puiser. Et il dit qu'il y a un déficit procédural en France. C'est-à-dire qu'on met les gens autour de la table et on croit que ça va suffire. Et comme on a dit, sentez-vous libre de parler, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, madame, on croit que ça suffit. Alors qu'il y a des inégalités de position, des inégalités de rapport à la parole, de rapport à l'humiliation, etc. etc. Là, donc ça crée des vraies difficultés, mais on ne veut pas mettre tout en procédure ou au nom du fait qu'il faudrait être spontané. Cette spontanéité, elle a l'effet de faire que qui participent, ceux qui sont déjà représentés. Les enseignants, les magistrats retraités, voilà, et on retrouve qui dans les instances de participation? Que des gens qui aiment ça et qui en ont l'habitude. Donc on est à nouveau entre soi, et ceux qu'on voulait toucher sont... Donc on surrajoute de la disqualification, là où on voulait entendre une parole nouvelle. Voilà. Donc déficit procédural, c'est pour ça que en créant le croisement des savoirs et des pratiques avec KT Descartes-Monde, en 2006, au bout de quelques expériences, on a créé une charte du croisement des savoirs et des pratiques en disant c'est le cadre dans lequel on travaille avec des enjeux éthiques et méthodologiques. On dit aussi comment on fait. Voilà. Et moi, quand je travaille comme consultant, ça c'est ma Bible, c'est ma déontologie. J'annonce ça à mon commanditaire en disant c'est ça que je vais faire. Voilà. C'est ça qui va guider notre action. Hein. Je suis en train de me friter là avec justement, je vous disais un directeur, on va peut-être en parler à des moments, parce qu'il n'a pas respecté 3 ou 4 trucs de ça. Et je lui dis pourquoi, moi ça m'a heurté dans l'entretien. Je lui dis on ne peut pas travailler si on n'est pas dans ce cadre-là. Vous m'avez payé pour faire ça, je vais faire ça. Sinon on ne peut pas, on arrête. Vous voyez ? Sinon on se goberge en disant on a fait ça. Ben non.
Voilà. Donc vous allez lire ça parce que ça peut peut-être vous permettre de cheminer avec ça et de reposer des questions à nouveau. Ok ? Voilà, moi je donne un cadre. Ça fait partie, dans la charte du croisement des savoirs et des pratiques, on a un cadre de travail. Et des fois, alors après, on a le droit de sortir faire pipi. C'est gentil. Sans lever le doigt. Voilà. Mais on donne un cadre de travail. Et des fois, les professionnels, surtout les professionnels, ils crisent un peu parce qu'ils ont une envie de spontanéité. Ils disent, mais Monsieur Sochard, on est venu pour rencontrer les gens et vous commencez par nous séparer, vous commencez par avoir des règles précises, etc. Et c'est vrai que dans une co-formation qui dure 4 jours, les 2 premiers jours, je suis un peu psychorigide en disant, non, c'est pour préserver des choses, vous n'irez pas parler aux gens à la pause, vous ne boufferez pas avec eux le midi, non. Ah bon ? Bah oui, mais je vais pas... Non. C'est pas vous qui êtes en question, c'est pas votre intention qui est forcément très bonne. C'est le fait que les gens, d'abord, vous représentez quelque chose à leurs yeux et que ça vous dépasse. Ça vous dépasse parce que c'est toute l'histoire de leur vie qui est en jeu. Il y avait une dame à qui on demandait dans une co-formation, mais quand vous dites finalement que vous avez le sentiment d'être tout le temps traité plus bactère, est-ce que c'est avec tous les professionnels quand vous allez à la CAF, au CCAS, est-ce que c'est avec tous les professionnels que vous sentez cette infériorité ? Et elle dit, oui, on m'a fait passer pour inférieur toute ma vie, alors c'est tous. Oui. Donc moi je peux arriver avec ma bonne envie, ma formation top B, d'accord ? Je représente autre chose. C'est pas vous qui êtes c'est pas mes intentions qui sont dans l'affaire. Si on ne prend pas en compte cette question-là, et qu'on affirme, et ça c'est très français, ça vient de notre philosophie et de même de l'histoire des idées. Hein. On est très tenu par des philosophies essentialistes en France, où il s'agirait simplement de postuler les choses, liberté, égalité, fraternité, dormez tranquille, braves gens, d'accord ? Il s'agit de l'affirmer. Vous voyez comment à l'éducation nationale c'est parfois difficile de discuter, parce que l'inspecteur, il va vous dire, oui mais nous, l'égalité des chances, elle est marquée au... Ah bon, bah, si elle est marquée, excusez-moi, je m'en vais, vous voyez, hein. Donc il s'agirait d'affirmer les choses. C'est pour ça que la France a beaucoup de mal à regarder les dysfonctionnements de sa démocratie, par exemple les violences policières, qui sont le sujet majeur dans les quartiers avec la jeunesse. Le sujet majeur, c'est travailler nulle part, c'est souterrain, et on fait plein d'autres trucs à côté, parce c'est tellement pas imaginable. En plus, on est dans un climat de sécurité qui fait qu'on a envie de valoriser la police, et heureusement, et les gendarmes, etc. Il y a une collègue qui est là parmi nous. Donc évidemment, sauf que si on ne regarde pas les problèmes à l'intérieur de ça, on ne va pas s'en sortir. Ça va créer... Donc l'approche essentialiste, c'est celle qui affirme des intentions au départ, et nous, travailleurs sociaux, on est pris dans ça, parce qu'on est habité par de telles intentions positives qu'on pense que ça suffit. Sauf que les gens arrivent avec autre chose. C'est ça qui fait qu'il faut justement créer des conditions très artificielles pour retrouver... Donc, pour moi, lancer des dispositifs de participation avec des personnes concernées, c'est créer des artifices. Un artifice, ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi, que c'est hors de la réalité, mais on remaîtrise un certain nombre de choses d'interaction sociale pour arriver à nos fins qui sont l'égalité de parole, la justice, la possibilité de penser et d'exprimer une pensée à hauteur plutôt que la postuler d'emblée. Ça, c'est du pipeau, de croire que ça suffirait. C'est ce dans quoi se vautre notre démocratie participative avec ses conseils citoyens, hein, voilà, où on pense qu'il suffirait de mettre les gens autour de la table pour que ça se passe bien. C'est pas du tout. Si on ne travaille pas ces questions-là, il y a un vrai problème. Alors le lien que je fais avec nos métiers, ça va un peu dans tous les sens, hein, mais c'est le but, hein, plutôt que d'avoir un PowerPoint. Hein, donc je vais faire des associations. On verra comment ça... Donc choper des trucs, et puis c'est un peu kaléidoscopique, mais on a toute la journée pour remettre tout ça en ordre. Le lien que je fais avec nos métiers, c'est que moi, l'invitation que je fais aux travailleurs sociaux avec lesquels je travaille, c'est... On a construit un travail social au XXe siècle très basé sur l'expertise sur autrui. Hein, ça s'appelle même comme ça, les chercheurs, sociologues du travail social appellent ça, tout le domaine de l'expertise sur autrui. Et en plus, on est attendu pour ça. À tous les endroits, il faut faire des évaluations, des objectivations. Hein, on gire la dépendance des gens, par exemple. Hein, je vais girer votre maman très âgée, votre papa très âgé, etc. Donc, on serait des experts de l'évaluation, comme ça, et du savoir sur autrui. Donc, on a bâti un XXe siècle de l'expertise sur autrui, et on a peut-être oublié un petit peu, et c'est ça qu'on va retrouver dans le développement social ou les questions de participation. Moi, je propose d'en rabattre un peu là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, ça ne veut pas dire que les savoirs psychologiques sont nuls et non avenus, voilà. Mais il faut les remettre à leur juste place.
Et il faut aller vers de l'expertise sur les conditions psychosociales de la rencontre et de l'interaction entre les gens. Hein. Donc un regard plus sociologique, psychosociologique, sur comment on fait pour fabriquer quelque chose de démocratique, hein, et pas simplement comment on fait pour se mettre dans une position où c'est nous qui définirions les problèmes des gens. C'est un peu... voilà. Alors, j'ai envie de vous parler d'abord des tendances lourdes, de pourquoi les gens ne participent pas, après de comment mobiliser, puis on va voir comment on va après vers ça. J'ai pris donc cette citation de Loïc Blondiot, dont je vous disais, là, le nouvel esprit de la démocratie. La démocratie participative vaudrait-elle une heure de peine si elle ne contribuait pas à enrayer le processus de disqualification politique des populations les plus socialement démunies qui caractérise aujourd'hui les sociétés contemporaines. Nos démocraties politiques sont, on le sait, profondément inégalitaires. Ça, c'est la base. C'est l'utopie. La collègue a dit c'est l'utopie. Justement, mais il faut la garder. C'est pas grave qu'il y ait de l'utopie et du concret. Ce qui est emmerdant, c'est quand on les confond. Ou quand on les oppose. Les deux sont hyper importants. C'est la métaphore un peu con du phare dans la tempête. Le phare dans la tempête, quand je suis en bateau et que c'est la nuit, il me sert vachement à faire mon chemin voilà, à caboter. Je sais pas, je ne fais pas de navigation, donc je suis un escroc quand je prends cette métaphore, mais j'imagine si j'étais marin, vous voyez. Et du coup, je ne le confonds pas avec le truc à atteindre, sinon je suis déjà dans la falaise, d'accord? Ou l'étoile du berger, si vous voulez, qui a guidé les rois mages pour aller voir le petit Jésus. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est l'idée, et puis qui nous permet de construire le chemin. C'est l'invitation d'Edgar Morin, hein, relier sans confondre et distinguer sans disjoindre. Dans Éloge de la complexité, dans l'introduction à la pensée complexe, hein, chez Gaëtan Morin, il y a une vingtaine d'années déjà. Voilà. Distinguer sans disjoindre. Je distingue les choses, mais je ne les oppose pas. Et je les relie, mais sans les confondre. Sinon, c'est le bordel. Je lisais récemment, j'étais avec le conseil départemental des Côtes-d'Armor. Je les aide un peu à créer un comité d'usagers dans leur territoire et tout ça. Et on prend des exemples j'ai pris sur Internet des fiches actions de comité d'usagers. Et je lis les objectifs d'un comité d'usagers Patacoufin dans je ne sais plus quel truc. Voilà, les gens, il y a tout sur Internet, donc c'est très intéressant. Aujourd'hui, on peut observer les pratiques. Et je leur dis, on lit ça. Voilà les objectifs. Les objectifs n'étaient que des finalités. Comment vous voulez mobiliser des gens là-dessus? Créer du lien et de la citoyenneté. Tu viens à un truc... Toi, tu vas mobiliser des parents là-dessus, toi? Créer du lien social et de la citoyenneté. Enfin, il n'y avait que des phrases, du coup, qui ne sont pas nulles et non avenues. Mais à cet endroit-là, ils n'ont rien à faire. C'est des finalités, ok. Finalité, ça veut dire que ça nous regarde tous. Ça nous transcende, c'est-à-dire que c'est supérieur et extérieur. Ça nous englobe tous, pas que les gens qu'on voudrait aider. Ça nous aide, nous aussi, à être pas trop cons. C'est ça l'idée de ce qui nous transcende. Mais après, il faut donner des objectifs. L'objectif pourrait être, dans un an, de rencontrer les enseignants ou l'éducation nationale ou les assistantes sociales de l'éducation nationale pour leur parler de ce problème qu'on a, etc. Alors les parents ils disent « Ah ok, on va faire ça dans un an. » Vous voyez, hein, comme quand vous allez faire du théâtre, le gars qui, au début de l'année, du truc théâtre, il dit ça va te permettre de... voilà, non, il va avoir plein de finalités, un peu ça te permet de t'épanouir, de trouver le clown qui est en toi. Bon, oui, mais est-ce qu'on fait un spectacle? Voilà. S'il vous dit le 12 juin, on monte sur les planches, ça c'est un objectif, d'accord? Concret, réalisable, évaluable. Donc il y a du concret, mais la question c'est de ne pas le confondre. Ça veut dire qu'il faut se former aussi à la méthode de projet, pour justement identifier ces registres-là, et pas les confondre. Tout n'est pas à confondre comme ça parce qu'on a des bonnes intentions. Donc il faut passer de l'expertise sur autrui à de l'expertise justement sur le management de projet, comment on le voit, comment on a des stratégies, à quel moment on a des stratégies dans son institution souterraine pour faire monter des sujets, puis à quel moment on sort du bois pour mobiliser plus largement, etc. Donc il faut travailler tous ces éléments-là. Il ne faut pas simplement arriver la bouche en cœur en se disant que mon idée est bonne. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, hein, c'est des associations que je fais. Ça me fait vraiment voilà, moi ça me fait associer, hein. C'est évidemment pas de vous que je parle, mais c'est à partir de ce que vous avez dit, bien évidemment. Voilà, donc... Voilà, et donc on a été piégé un peu dans cette expertise-là, c'est ce que dit, alors j'adore quand même, c'est dit en 76, ça, dans Community Psychology, psychologie communautaire, hein, d'une sociologue américaine, Sarah Zahn. J'ai été amené à comprendre que tout ce que les professionnels réussissent avec la meilleure volonté du monde, c'est de définir un problème de telle sorte que sa solution nécessite uniquement le recours à des professionnels.
ce qui, étant donné le manque patent de ressources, rend le problème insoluble. 1976. Hein, c'est bon ça quand même. C'est très actuel. Hein, et ça nous parle de pourquoi il y a du développement du pouvoir d'agir, etc. aujourd'hui. Et puis autre chose peut-être pour... alors il faut que je retrouve dans toutes mes citations celle de... Voilà. Yann Le Bossé, donc on remonte plus au XXIe siècle, avec Yann Le Bossé en 2001, qui dit « Il est maintenant bien établi que les difficultés de participation des personnes concernées par des interventions sociales sont plus liées aux conditions associées à cette participation qu'à la volonté des personnes concernées de s'engager activement. » Est-ce qu'on pourrait... Eh ben, c'est ça, il va falloir qu'on en parle. Comment on pourrait passer des habitants problèmes ou des personnes problèmes aux personnes solutions? C'est un peu ce changement dans lequel il faut qu'on puisse essayer de... Voilà. Parce que les gens, en fait, je n'ai pas fait les tendances lourdes, je suis déjà là-dessus, mais je vais y revenir. Parce que les gens, en fait, la plupart des gens qui sont nos ressortissants de l'action sociale, donc plutôt les gens des quartiers populaires, ceux à qui on veut beaucoup de bien pour qu'ils soient de bons citoyens, de bons parents, des gens employables, etc., ont plutôt une habitude, dans l'ensemble des institutions dans lesquelles ils passent, de disqualification, de non-qualification de leur savoir, de non-reconnaissance de leur savoir, et puis une habitude d'abandonner l'expertise à celui qui est en face. C'est ce qui fait des fois qu'on est vachement dans la merde avec une maman qui arrive en disant « Moi, j'y arrive plus avec mon ado, mais vous savez. » Ce que nous, on sait avec nos ados. Je ne sais pas si vous en avez des ados, moi, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, d'accord? On ne sait pas. Mais les gens, on finit par... C'est l'hypothèse médicale. Je suis le problème, je vous dis les symptômes et vous avez la solution. Il ne faut pas qu'on fonctionne là-dedans, parce que les gens, d'abord, finissent par y croire. Hein. Ça, c'est Christine Abel-Seber qui le dit aussi dans son bouquin sur... elle a travaillé avec les parents d'enfants placés. Hein, il y a aussi une citation, vous la retrouverez là. Hein, on ne leur demande tellement pas leur avis qu'ils ont fini par penser qu'ils n'avaient rien à dire. Enfin, elle le dit un peu, elle le dit beaucoup mieux que moi, voilà, mais il y a une citation un peu de cet ordre-là. Donc pourquoi les gens ne participent pas? Parce que s'exposer publiquement, c'est très compliqué quand du coup, il y a des effets de disqualification. Alors en plus, là, moi par exemple, je parle très très vite, je suis plutôt avec un parterre de professionnels. Évidemment, quand on travaille avec des gens qui n'ont pas cette habitude-là, hein, d'aller vite, de manier les concepts, etc., il faut aller beaucoup plus doucement, parce qu'ils n'en ont pas l'habitude, ils n'ont pas l'habitude de cette proposition de travail dans laquelle on est, qui passe beaucoup par l'abstraction. Par exemple, quand vous faites, je fais des liens avec des méthodologies très concrètes pour le coup, quand vous sortez, moi, quand je sors d'une salle avec laquelle j'ai travaillé avec des gens, il y a des photos partout collées au mur, il y a des paperboards, il y a plein de trucs écrits, il y a des couleurs, il faut plein de couleurs, il ne faut pas du noir et du blanc, hein, ça c'est chiant comme la pluie. Non mais c'est con, mais il faut plein de trucs comme ça, il faut des vraies choses qui relient au concret de la vie des gens, hein, donc qui leur permettent d'avoir des... On fait du photolangage, hein, qui leur permettent de s'exprimer. Parce que si on n'est que dans des niveaux de conceptualisation, ça c'est une habitude qu'on a, et pour nous c'est une évidence que dire les mots suffit à les représenter. Il y a plein de gens pour qui dire le mot, surtout quand on en accumule 3 ou 4 qui sont un petit peu compliqués, au bout d'un moment ils ont l'impression d'être moitié dans une langue étrangère. C'est plus leur langue qu'on parle. Hein. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut vraiment travailler, avoir en tête, sinon nous on va très très vite, quoi. Hein. Donc rétablir l'égalité, c'est aussi... c'est comme quand vous allez faire un footing avec quelqu'un qui est marathonien, quoi. Si lui il part à son rythme, vous êtes mort, quoi. Donc il va nécessairement vous emmener beaucoup plus doucement. Donc voilà, c'est cette idée-là. Donc les gens ne participent pas, pourquoi? Parce qu'effectivement, ça peut être une expérience très disqualifiante. Je voulais dire, après on va aller sur comment mobiliser. Dans les tendances lourdes, effectivement c'est une tendance lourde, la question de la co-construction et de la participation, parce que depuis les lois, notamment on va juste revenir sur celle-ci, la loi de 98 de lutte contre les exclusions, la question de la participation est très présente dans cette loi-là, y compris à l'époque, il y avait l'article 151 de cette loi qui disait il faut que les personnes les plus pauvres participent à la formation initiale des travailleurs sociaux. Cet article est passé assez inaperçu, sauf pour nous dans le croisement des savoirs et des pratiques, où avec ATD on s'en est emparé. Hein. Et puis ça revient aujourd'hui dans le plan d'action en faveur du travail social, les 4 premières mesures sur les 20 mesures du plan d'action en faveur du travail social, de Ségolène Leville, hein, avant le changement de gouvernement, mais ce plan d'action continue, perdure. Dans les 4 mesures, il y a des mesures sur la participation, notamment
au sein des écoles de travail social. Et vous êtes ici dans une des écoles de travail social la plus avancée en France sur cette question-là. Les autres sont en train de... Non mais c'est vrai, sont en train de se dire mais comment ils font là-bas, etc. Hein, et il y a beaucoup de questions là-dessus. Donc loi de 98, après on a eu la loi de 2002 évidemment qu'on connaît tous, 2 janvier 2002, rénovation de l'action sociale et médico-sociale avec son gros chapitre sur la place des usagers. Mais je vais très vite, vous connaissez les outils de la loi, tout ça, on va passer. Puis c'est pas l'objet complètement. Mais la même année, on a le 27 février 2002, loi dite démocratie de proximité qui crée les conseils de quartier. Et 4 mars 2002, une semaine après, loi Kouchner de démocratie sanitaire sur les droits des patients. Hein. Gros parallèle entre notre charte des droits et libertés de la personne accueillie, qui est un des 7 outils de la loi 2002, et la charte des patients hospitalisés. Hein, consentement, etc. Donc toute cette avancée-là, elle se fait de concert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'action sociale qui est soudain concernée par ça. C'est un mainstream législatif, on dit en droit, un mainstream législatif, un espèce de courant, de vague comme ça irrépressible. En 2005, on a la 2502, 11 février, sur la participation et l'égalité pour les personnes handicapées. Et puis les lois de 2007, évidemment, protection juridique des majeurs, protection de l'enfance, loi DALLO, donc des droits comme ça qui sont conquis. En 2008, loi généralisant le RSA, place des personnes. On pourrait parler des parades, on pourrait parler de plein de choses. Depuis 20 ans, il y a un approfondissement démocratique. C'est compliqué, ça nous pose des soucis, parce que du coup, on ne sait pas trop comment faire, mais c'est un véritable approfondissement démocratique. Les gens ont des droits, et on approfondit les droits. Et ce qui est paradoxal, des fois on entend beaucoup critiquer l'Union européenne, la Commission européenne et tout ça, et il faut la critiquer évidemment, n'empêche que une instance de l'Europe, c'est le Conseil de l'Europe, et le Conseil de l'Europe, c'est le gardien des droits fondamentaux, et le Conseil de l'Europe fait avancer beaucoup de choses là-dessus. Hein, et puis l'ONU, évidemment, quand la France passe devant la Commission des droits de l'enfant à l'ONU, hein, ou devant la Commission du Conseil de l'Europe pour rendre compte de ce qu'elle fait, très souvent elle est reprise sur le fait qu'on n'est pas très bon, hein, dans le fait que les gens aient des droits. Donc c'est une tendance lourde. Je ne vais pas plus loin là-dessus, c'est effectivement quelque chose, au moins une raison d'espérer. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui nous portent plutôt à désespérer dans ce monde-là, mais on voit bien, comme disait le poète Hölderlin, que là où croit le désespoir, croit aussi ceux qui sauvent. Donc les deux, hein, en même temps. Il ne faut pas regarder que... Hein, du côté de la lucidité, c'est pas drôle, merde. Et du côté de l'espoir, par contre, il y a plein de choses à construire. Comment mobiliser ? Comment mobiliser ? Eh bien, effectivement, vous l'avez dit, comment expliquer aux gens qu'il faut qu'ils nous aident ? Je crois que c'est vous qui aviez dit comment... voilà. Aujourd'hui, pour mobiliser les gens, il faut leur dire qu'on est dans la panade. Il faut arriver, le roi est nu, quoi. Hein. Voilà, faut dire, on n'y arrive pas, reconnaissons qu'on n'y arrive pas. On fait ce qu'on peut, on n'est pas chacun à de très bons. Moi, je ne fais que comme ça. J'ai rencontré un groupe de parents pour monter une co-formation sur les questions de protection de l'enfance. Ils allaient travailler avec les cadres de l'aide sociale à l'enfance de plusieurs départements. Je me mets en lien avec un responsable associatif qui, dans le quartier, connaît plein de monde, etc. Il rassemble des gens, malheureusement que des mamans, on n'a pas réussi à trouver de papa. Et pour les mobiliser, je leur dis, mesdames, je suis dans la merde. Je dois former des gens. On n'y arrive pas, on a plein de soucis, on ne sait pas comment faire, on n'est pas bon, je leur dis pourquoi on n'est pas bon. J'ai dû parler un quart d'heure avant. Avant de leur dire qui vous êtes, je ne veux pas connaître vos histoires, mesdames. Je sais, voilà, on est réunis par le même sujet. Moi, je ne vais pas aller chercher dans vos vies, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça nous, si on apprend à se connaître, mais ce n'est pas pour ça que je viens. Je ne vous demande pas de me raconter votre vie. Par contre, là où vous êtes, la relation avec l'éducateur, la relation avec l'aide sociale à l'enfance, vous voyez des choses qu'on ne voit pas. Vous recevez des courriers, vous avez la trouille la veille d'un rendez-vous. Tout ça, nous, on l'ignore. Enfin, on peut l'avoir en tête. On peut l'avoir en tête, mais on ne le sait pas avec vos mots. On ne le sait pas avec la... Et ça, je vous garantis que ça nous manque. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous aider à être moins bêtes ? C'est des choses comme ça qu'il faut dire. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous aider ? Je ne vous garantis pas que ça va changer les choses pour vous. Je vous garantis par contre que ça va être super intéressant si on crée un collectif qui se mobilise là-dessus. Ça, voilà. Et je vous garantis, par contre, leur garantie, les règles, je leur dis, quand vous serez en co-formation, ça c'est 8 mois avant, hein. Tu n'amènes pas les gens comme ça la veille sur le coin du comptoir, tiens, viens demain ou dans une semaine, hein. Ça se prépare. On va revenir pour ça, parce que là-dessus c'est extrêmement important. Ça se prépare la confrontation. Et donc du coup, de dire, je vous garantis par contre qu'au moment où vous serez confrontés aux personnes, c'est moi et mes collègues de l'animation
qui seront garants de la possibilité pour vous de parler, de dire ce que vous avez à dire. Il y aura les mêmes règles pour vous que pour eux, à savoir, il faut s'écouter, on ne peut pas s'agresser, on ne peut pas prêter des intentions aux gens, on n'est pas là pour régler des comptes. Donc ça, je vous arrêterai si on commençait à régler des comptes, parce que ça ne m'intéresse pas. Par contre, si ensemble, on croise nos analyses, peut-être qu'on va... Voilà. Donc il y a aussi des règles pour les gens. Ce n'est pas non plus on rase gratis, vous allez pouvoir péter la gueule aux professionnels et régler vos comptes. Cette coformation dont je parle, il y a une des mamans qui était tellement agitée par quelque chose, au bout de 2 heures, elle lance un scud, quoi. J'ai dit, Sylvie, non. On l'avait dit, Sylvie, on ne peut pas aller sur ce terrain-là. Ces 14 collègues-là, ils ne représentent pas toute la protection de l'enfance en France. Voilà. On ne peut pas démarrer comme ça. Donc, vous ne répondez même pas, professionnel. Sylvie, tu remballes ta question, c'est pas grave, on en parlera plus tard. Mais on ne travaille pas comme ça. Vous voyez ? Si vous ne tenez pas les règles, c'est la pétaudière en 2 minutes. C'est-à-dire que si on crée des collectifs de personnes concernées, c'est pour pouvoir avec elles créer les possibilités de travailler les questions qui fâchent, mais sans se fâcher. Et ça... Et en mettant de côté l'individuel un peu qu'elle puisse porter. Alors, comment on met de côté l'individuel ? Ça, je vais faire très vite. On met de côté l'individuel en partant de l'individuel, c'est pour ça qu'on prépare avant. En fait, une confrontation de participation avec des personnes concernées, c'est tout un travail préalable avant. Et c'est ce travail-là qu'aujourd'hui, on n'a pas exploré. Nous, professionnels ou direction, on arrive avec quoi ? Avec une identité professionnelle, une identité institutionnelle, une mission, une expérience. Si on est étudiant, avec des savoirs, avec bon, on a déjà une consistance, et en plus, quand on y est mis ensemble, même si on se découvre à la première journée, on parle le même langage, vous voyez, hein. Si en plus on est de la même équipe ou du même territoire, on voit même, les gens disent des fois que mais de toute façon ils se protègent, c'est tout un bloc, tu dis Alain qu'ils se protègent tous entre eux. Vous voyez ? Donc nous on fait corps, c'est normal, on est un corps, enfin un corps social, un corps constitué, etc. Eux c'est des individus. Donc si vous ne constituez pas, il ne s'agit pas de mettre les gens autour de la table pour que ce soit un collectif. Ça c'est une addition de personnes, qui arrivent d'abord avec leurs angoisses, avec leurs peurs, avec leurs difficultés, avec leur colère, avec leur envie de péter la gueule, leur envie de régler des comptes, la crainte d'être pas entendu, tout se bouscule. Si vous ne préparez pas avant les choses, le collectif de personnes concernées, ça va péter au moment où vous... Voilà. Donc, long travail en amont, c'est ce que j'explique à mes commanditaires, parce qu'ils voudraient démarrer tout de suite. Hop, hop, hop. Hein, la recherche-action, on ne va pas démarrer la confrontation avant 2018. On a démarré en octobre, je vais rencontrer les collectifs en groupe de pairs séparés d'abord. Et comment... Alors là aussi, on est très souvent dans la démocratie participative ou la participation, comme on est sur des questions de citoyenneté, donc une vision plus globale, on essaye de s'émanciper des logiques vécues par les gens. Hein, c'est ce qui fait que dans des conseils de quartier, on dit « Ah, il ne faut pas commencer par la façon dont vous, monsieur, vous représentez les choses, parce qu'il faudrait penser l'intérêt général d'abord. » Vous voyez ? Donc on ne sait pas comment relier les choses. Bon, parce qu'on ne regarde pas ce que l'éducation populaire sait faire depuis un siècle. Comment relier les choses ? Il faut séparer les registres. Alors ça fait un peu il faut, il y a qu'à, ça fait un peu recette à la télé, mais bon. Il faut des groupes de pairs. Donc vous avez lu dans la charte du croisement des savoirs et des pratiques, on insiste sur créer les conditions de l'autonomie des savoirs. Il faut d'abord que les gens constituent des savoirs collectifs partagés, une aventure collective entre eux. Entre eux d'abord. Ça, c'est pas bien vu. Entre eux d'abord, sans nous, avec des gens qui soutiennent l'émergence de leurs paroles. Et c'est là où on part de leur affaire individuelle. On leur dit, écoutez, il faut bien partir de votre vécu, de ce que vous avez à dire. Je ne veux pas connaître toute votre vie, mais vous, voilà, ce que vous avez vu, partez d'un entretien, d'une situation devant le magistrat, etc. Et on va parler de tout ça. Allez-y. Parce que c'est entre nous. Par contre, je vous assure que jamais après, si on reprend toutes ces histoires-là, jamais on dira c'est Mathilde ou c'est Benoît. Ce n'est pas la question que ce soit Mathilde ou Benoît. D'accord ? Donc les gens parlent entre eux, d'abord. Hein. Donc on part toujours du registre subjectif et intime. Il a droit de citer ce registre-là. Si on le coupe, les gens ils ne savent plus sur quoi partir. Parce qu'ils n'ont pas les théories, eux. Donc on part du registre subjectif intime. Et parce qu'il est mis, c'est le principe des universités populaires Carmont, par exemple, mais c'est le principe aussi du travail de Paulo Freire au Brésil, dans les années, fin des années 60, on part du subjectif intime qu'on met en collectif, on collecte du vécu, on collecte, et c'est comme ça qu'on crée du collectif.
Ah, mais ce que tu dis là de comment... toi non plus, tu n'arrives jamais à la regarder dans les yeux, la juge? Ben, moi, c'est pareil, j'ai l'impression... Puis quand j'arrive, même quand je commence à monter les marches du palais de justice, je me mets déjà à trembler. Moi, ça m'impressionne. Il y a des flics partout, etc. Ça me fait peur. Et je suis déjà... À chaque fois, je me dis, t'as bien dormi, tu vas dire ce que t'as... Je suis déjà paralysé. Et l'autre dit la même chose. Ah, d'accord. Et moi aussi, etc. Et puis, ou alors dans le bureau de... moi aussi, à un moment donné, ça part sur tel mot. Hein, parce que, voilà. Ah, mais... moi. Et les gens, du coup, se disent, tiens, mais finalement, ce que je pensais être une chose qui n'arrive qu'à moi, et donc, en plus, alors, il faudra aller sur les idéologies soutenues aujourd'hui. Les idéologies soutenues aujourd'hui sont plutôt celles de la responsabilité individuelle des gens, plutôt que l'explication par des causes collectives. Hein, dans l'ère du temps, le paradigme dominant d'explication de ce qui vous arrive, c'est que c'est lié au fait que vous ne vous y êtes pas bien pris. Il n'y a qu'à Faucon. Hein, quand on veut se remettre, voilà. Donc, effacement de la question sociale, disparition des causes sociales, y compris en entreprise. Hein. C'est la même chose en entreprise. On ferait mine qu'on ferait du contrat. Tiens. Hein, et que ce serait une négociation. En fait, tout est déjà pensé à plein d'endroits. Ça a été montré. Hein, Et puis après, on fait mine que ce serait juste une décision entre les gens. Et donc, du coup, si tu as échoué à remplir le contrat, ben, c'est que tu t'y prends mal, mon vieux. Donc, les gens intègrent l'échec. Voilà. Ça a pour effet que les gens se disent... Alors, évidemment, je vois la critique et dire, ah oui, mais dans ces cas-là, les gens, ils sont plus responsables de rien. Et voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais il faut passer par vraiment cette notion-là, que les gens, du coup, se mettent à se rendre compte que ce qui leur arrive n'arrive pas qu'à eux. Déjà, ça a un effet de redressement, de mobilisation. Et je vais bientôt avoir un carton rouge. Je termine là-dessus. Et du coup, quand on passe au collectif, le travail qu'on a à faire, nous, accompagnateurs, c'est de les aider à nommer ça. Mais du coup, si l'expérience de Mathilde et de Benoît, vous vivez la même chose, vous avez ressenti la même chose, donc on part des émotions. C'est quoi? De quoi ça parle? Alors des fois, ils vont dire, ça parle de comment on est impressionné, donc des images qu'on a, des représentations, ouais, c'est ça, toc. On va chercher, on va nommer. Hein. On va commencer à nommer les choses. Quand on les nomme, on commence à fabriquer des savoirs. Et après, on fait des causalités. Bref, on crée de l'intelligence et du savoir. On explique des interactions sociales en les nommant, hein, en disant, tiens, mais finalement, je comprends mieux pourquoi, voilà. Tout ça, ça constitue une base qui, du coup, sur la trame des vies des gens, subjective, intime, parce que c'est passé par de l'intersubjectif et du collectif, ça peut commencer, la question n'est plus si c'est à Mathilde ou à Benoît, ça devient le savoir du groupe, dont chacun peut s'emparer. Alors après, il y a des méthodologies justement pour que chacun puisse après porter peut-être des choses qui ne sont pas... Hein, quand on va être en co-formation, les gens peuvent porter quelque chose qui vient d'un autre. Parce que du coup, ils sont moins en lien avec leur trip à ce moment-là. Hein, vous voyez comment ça les... Parce que si vous vous mettez à porter un truc qui est très en lien avec vos tripes, des fois, ça s'écroule. Et on se retrouve dans la pitié, nous, professionnels, à dire « merde, la pauvre dame, etc. » Et on est dans la commisération. Et voilà. Donc, il faut éviter ça. Donc, à cet endroit-là, il peut y avoir des pleurs. Hein. Moi, j'ai vu des gens qui vont s'en foutre. Je ne cherche pas ça ne m'intéresse pas. Mais si c'est là, enfin, voilà. C'est pas voilà. Il y a des émotions, des colères, les pleurs en font partie. Et après, là, on peut être dans la confrontation. Parce qu'on a constitué une parole collective, consistante, détachée un petit peu quand même de la subjectivité, qui est partie de nos tripes, mais qui a réussi à s'en émanciper. Et du coup, ça devient un savoir. Hein, ça devient un savoir sur c'est quoi d'arriver dans un centre médico-social et d'avoir le sentiment d'être traité à la chaîne. Alors que les dames sont très gentilles à l'accueil, ce n'est pas la question des gens. Hein, ça raconte tout ça. Voilà. Et les gens vont pouvoir, à partir de là, faire sortir un certain nombre de choses. Voilà. Et après, on peut être dans la confrontation. Donc, ce registre-là, il est en groupe de pairs, le registre subjectif intime. Et puis après, on est effectivement... C'est pour dire comment on passe du subjectif à l'intime, au collectif, au social et au politique, juste. Du coup, quand on commence à rencontrer d'autres, on commence à être dans la confrontation sociale, l'interaction sociale, du coup, avec les magistrats, avec les enseignants, etc. Alors, voilà. Et puis, si en plus, on se dit, mais tout ça, ça doit servir à changer les choses, on devient un acteur politique. Voilà. Donc, comment passer de la sphère
subjective à la sphère politique, c'est en ayant des registres identifiés, séparés, des méthodologies de travail. Après, je ne vous dis pas, il y a plein de méthodologies pour faire ça. Le photolangage en est un. Parlez-moi de la relation à votre assistante sociale. Les gens, c'est compliqué. Tu poses plein de photos sur la table et parmi les 25 photos, tu dis, prenez-en une qui vous permet de parler de ça, et hop, voilà. Et l'autre fois, il y a une dame qui nous prend quelqu'un qui était au bord d'une falaise. Elle dit, ben voilà, moi j'ai le sentiment d'être là. Je suis au bord de la falaise et je me demande chaque jour si je vais sauter ou pas. Voilà, c'est ça qu'elle amène la dame. Hein, elle dit, voilà. Vous voyez, ça lui permet de dire quelque chose parce qu'il y avait une photo. Il y a plein de photos. Hein. Les photos ne sont pas forcément orientées. Il y a des choses gaies, tristes et tout. Et hop, et puis une autre qui prend une souris qui est dans sa petite roue. Là, vous savez, les petites souris qu'on regarde, hop, et puis elle tourne. Elle dit, ben moi j'ai le sentiment d'être là-dedans. C'est-à-dire, j'ai le sentiment vraiment d'avancer, mais en fait, je fais du surplace. Quand est-ce qu'on sort? Vous voyez? Comment on a constitué le collectif de femmes à partir de ces expressions-là. Voilà. Et là, elles ont, sans livrer complètement, moi je ne sais pas si c'est avec leur ado, leur enfant, leur mec, ou... Vous voyez, elles ont pu dire des bribes de leur vie, donc elles sont vraiment là, subjectivement. Il y a de la subjectivation, sans que je leur dise, qu'est-ce qui vous arrive, racontez-moi votre vie. Parce que ça, tout le monde le fait. Donc il y en a marre. Pour obtenir un secours de 20 €, il faut que tu racontes ta vie. Les gens se déballonnent, et puis ils savent très bien le faire, mais ça pose des vrais problèmes, psychologiques aussi, même d'extimité, etc. Donc voilà, comment on peut passer du registre subjectif à politique, et après il va falloir que je m'arrête. Qu'est-ce que j'aurais pu dire, mais peut-être que je dirai ce soir, c'est que du coup, quand on mobilise, voilà, il ne faut surtout pas dire aux gens, ça va vous faire du bien, madame, ou monsieur. Non. On ne leur veut pas de bien, on veut qu'ils nous aident. Et ça, les gens, ils disent, c'est la première fois qu'on me demande si je peux aider, quoi. Oui, il y a des questions, et puis... Dans tout ce travail en amont, là, par groupe de pairs, pour constituer un savoir collectif, et donc voilà, un collectif de personnes concernées, est-ce que concrètement, ça peut être accompagné par un professionnel qui déjà à la base n'est pas dans une neutralité? C'est très compliqué. Voilà. C'est très compliqué. Honnêtement, je pense pas, ou en tout cas, il faut vraiment que ce professionnel... On a aussi des institutions qui sont suffisamment grandes des fois pour que ce professionnel-là soit pas en lien direct avec les situations individuelles des gens. Il ne faut pas que... Vous pouvez avoir quelqu'un d'un département qui anime un groupe comme ça, mais il ne faut pas que Madame Duchemol ou Monsieur Benoît y ait une interaction et qu'on le reçoive par ailleurs et qu'il y ait un pouvoir de quoi que ce soit. Il faut vraiment assurer aux gens cette indépendance-là. Le mieux, c'est quand on peut faire appel à de l'extérieur. Voilà. Dernière, j'ai encore une minute. Ce qu'on a fait, par exemple, à Nantes, on travaille avec des gens qui donc fréquentent le restaurant social, les bains-douches et tout ça, les gens qui sont à la rue ou en grande précarité. Donc, ils ont été d'abord mobilisés par des travailleurs sociaux, par les gens des bains-douches, qui ont dit, tiens, on fait un truc, enfin, ils ont expliqué le projet. Nous, on a fait un petit flyer un peu sympa avec nos bouilles, en disant ce qu'on... Voilà, des trucs un peu, pas un projet pour obtenir des sous, pas un truc chiant, mais un truc un peu parlant, en disant, vous avez la possibilité de prendre la parole. Ils les ont mobilisés. Après, on a rencontré ces personnes-là, on a fait un peu de maraude aussi, on est allé, bon, voilà. Puis maintenant, on a des groupes, on a des collectifs. C'est un peu mouvant, parce que c'est des gens à la rue, donc selon l'état dans lequel ils sont, à ce moment-là, la nuit qu'ils ont passée, c'est pas toujours simple. Mais on avance et il y a quand même des gens qui tiennent. On s'est dit comment on va faire, parce qu'il y a déjà eu des groupes de travail, ces gens-là ont déjà en fait rencontré les architectes par exemple. Et les architectes, ils ont fait ça dans le lieu même, au bain-douche ou au resto social. Donc il y a des travailleurs sociaux des fois qui passent, qui disent je vous écoute pas. Et puis qui passent, vous voyez. Mais les gens nous ont dit, là, nous on s'est dit comment on va faire, on ne fait pas ça à l'intérieur du bazar, quoi. C'est impossible. Donc on s'est dit il faut trouver un lieu neutre. Donc on a pensé aux maisons de quartier et il se trouve qu'à Nantes, il y a un collectif à Télécarmonde. Et on est allé voir. Donc c'est là où aussi comment on peut faire le lien avec la société. C'est pour ça qu'on a besoin d'une vie associative. Les institutions, elles s'en sortiront que si elles ont des associations fortes et qu'elles soutiennent les associations. De quoi ont besoin les associations? D'eau, enfin d'un local, de l'eau, de l'électricité, de la lumière, du café et les clés pour y travailler la nuit si elles ont besoin. C'est tout. Les institutions, il faut qu'elles arrêtent de faire des trucs avec les assos. C'est de ça que la société civile a besoin, de locaux, et puis pour le reste, on se démerde, on sait s'organiser. Bref, il y a, c'est une petite parenthèse, mais parce qu'il y a des vraies tentatives de récupération de la vie associative aujourd'hui, en donnant pas les locaux si les gens ne sont pas gentils avec la mairie, etc. Moi, je vois ça à Angers, c'est catastrophique.
Carton rouge. Je termine ma phrase, elle va être longue. Et du coup, on est allé rencontrer les collègues d'ATD Quart Monde, donc là pour le coup les bénévoles d'ATD Quart Monde, en disant on a un deal avec vous, nous on a des collectifs de personnes et on aimerait bien, comme nous on est des consultants, on fait que passer, et les gens on va les amener dans une aventure qui va durer 2 ans, peut-être qu'après ils vont avoir besoin de continuer à se réunir, etc. Et c'est pour ça que je disais que je fais un travail qui est à mi-chemin du militantisme. Et donc on va voir les gens d'ATD, on a travaillé avec eux, et ils ont dit banco, on prend, ça nous intéresse. Et donc on a fait là cette semaine, lundi, mardi j'étais à Nantes, et le lundi, mardi d'avant, avec ces collectifs-là dans les locaux d'ATD Quart Monde. Donc les gens se sentaient accueillis complètement en indépendance, et puis maintenant ils reviennent aussi à ATD Quart Monde. En fait on avait commencé les contacts avant, donc certains sont allés aux universités populaires. Donc on a créé des collectifs de personnes concernées, d'abord sur une base institutionnelle, et ce qu'on essaye de faire, c'est qu'après on dit aux gens, il faut que vous ayez votre indépendance, votre autonomie, et vous pourrez continuer. Ça c'est extrêmement important, pour pas que ce soit juste instrumenté par une demande institutionnelle, puis après démerdez-vous. Voilà. Et comment trouver des supports associatifs pour que les gens puissent continuer après à penser. Voilà. Très souvent, il y a des dynamiques qu'on crée, et après on lâche les gens, et ça c'est pas toujours très bon, quoi. Donc comment après on assure la possibilité pour les gens de continuer à se réunir, et d'aller au-delà, et de dépasser finalement ce qu'on avait prévu. Mais ça c'est la vie des citoyens, quoi. C'est tout. Juste à titre informatif, localement, la même démarche a été menée avec le groupe des Exactement, Porte-Voix, qui maintenant est accompagné par le Secours Populaire 66. C'est ça. On fait une pause maintenant, de 10 minutes et pas plus s'il vous plaît, et on se retrouve dans 10 minutes. Merci.